Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Le nouveau numéro est en kiosque depuis vendredi dernier. C'est un numéro coup de poing puisque une de vos journalistes s'est infiltrée dans un mouvement d'ultra-gauche. Exactement, une dizaine. Dans une dizaine, oui, effectivement. Et puis un autre article dont vous nous aviez parlé sur cet homme qui est sorti de prison, un fichier islamiste sorti le 9 décembre et qui aujourd'hui n'a plus de contrôle. Et qui a menacé la France et qui n'a plus de contrôle aujourd'hui. C'est donc dans Livre Noir. Alexandra Spinner, bonjour. Vous êtes enseignante. Jean-Pierre Denis, oui, absolument. Journaliste, oui, vous écrivain. pouvez m'appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Absolument. Vous avez longtemps été à la tête de la vie. Et aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et on va évidemment revenir sur la situation au Proche-Orient. On va revenir également sur notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. À 2 ans de la réélection d'Emmanuel Macron, 74% des Français sont mécontents. C'est un sondage qui est assez terrible pour le président de la République. Et puis on pourra parler du MeToo à l'hôpital également, puisque depuis les révélations de Paris Match, depuis l'article de Paris Match jeudi dernier, les témoignages sur les conditions de travail, enfin sur le harcèlement d'un certain nombre de femmes soignantes dans les hôpitaux affluent depuis cet article. On y revient dans un instant, mais on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Pierre Denis, on va commencer avec vous, avec un peu de lumière peut-être aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si c'est l'heure d'aller au bistrot, mais moi j'ai envie d'aller à Auchy-la-Montagne. C'est entre Beauvais et Amiens. C'est un petit village qui a moins de 600 habitants et qui vient de rouvrir son bistrot. Alors, il n'y a pas que, évidemment, ce village d'Auchy-la-Montagne et toute la presse régionale et locale qui s'en réjouit. Il faut d'ailleurs les saluer au passage parce que c'est grâce à eux qu'on a ces jolies informations. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on se balade en France, un petit peu partout, il y a des villages qui revivent comme ça. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'argent public derrière tout ça, des subventions, sans quoi ça ne serait pas possible. Mais il me semble que c'est peut-être parce qu'on est aujourd'hui, vous savez, on est tout le temps derrière nos téléphones portables, on est tout le temps dans nos centres commerciaux, on n'a même plus besoin d'aller dans des centres commerciaux, on achète tout depuis chez nous. Alors qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste pour nous retrouver ? Revenir au bistrot du village, et on en voit refleurir vraiment un petit peu partout en France. J'ai vu celui-là, donc c'est une très beau coup de cœur parce que il y a d'autres villages qui se meurent. Je pense au village où habite ma maman. Il y avait 3 bistrots. Il y en a, les 3 sont fermés. Les 3 sont fermés. C'est-à-dire que ce petit village est une rue déserte. Il n'y a plus de boulanger, où le boulanger change régulièrement. Il n'y a pas, tous ces commerces dans les petits villages sont en train de disparaître, et le bistrot, vous avez raison, était un endroit de rencontre, d'échange qui a disparu. Alors ce qui revient souvent, c'est des bistrots, épiceries, des commerces qui font un petit peu tout. Souvent, c'est dans des très petits villages. Là, je parle d'un village qui a moins de 600 habitants, donc c'est pas un hameau, mais c'est pas une petite ville. Et c'est là que, dans ces endroits qui sont parfois un petit peu isolés, que ça recommence. Oui, vous avez raison d'évoquer tous ceux qui ont fermé, mais là, je pense qu'il y a un petit mouvement qui s'inverse dans le sens inverse et qu'on voit un petit peu partout. Bon, très bien, c'est un très beau coup de cœur. Oui, ça très nous beau. rappelle ces images de Lina aussi qu'on adore regarder à nouveau dans les années 60. Effectivement, c'était le moment où les ouvriers, le soir, ils pouvaient avoir leur petit godet avec des amis avant de rentrer à la maison. Mais pas que dans les années 60. Et c'était aussi un lieu de grande mixité sociale qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Absolument. Non, moi, j'ai connu, tout le monde peut se rencontrer. J'ai eu ma période campagne-village, et dans les années 80, j'ai vécu un petit peu dans cette campagne, et il y avait effectivement le bistrot où tout le monde se retrouvait, beaucoup d'ouvriers dans les usines qui se retrouvaient. Jean-Lise, on parle d'actualité. Absolument, Éric, on va rester sur du positif avec vous. Oui, c'est une histoire, Valérie, qui va arracher un sourire aux auditeurs bien aimés de Sud Radio. C'est une des histoires, moi je raconte en général des histoires qui font pleurer. Là, ça ferait pleurer d'abord de joie. Ça concerne un agriculteur qui s'appelle Pierre-Guillaume Mercadel, qui vient de la ville de Montjoie, justement, dans le sud-ouest. On le suit depuis plusieurs mois. Il a une problématique aujourd'hui, avec une problématique locale, avec ses 100 cochons laineux. Et en fait,
ces dernières semaines, il a appris à sa communauté sur les réseaux sociaux qu'il devait les faire euthanasier. Donc il a perdu ses 103 cochons parce qu'ils ont contracté une maladie extrêmement rare. Seulement 2 cochons sont touchés par an. Et donc justement, il a dénoncé ses opposants de les avoir empoisonnés. Bref, au-delà de l'histoire du conflit local, il s'est retrouvé dans une forme d'abattement général parce qu'il avait perdu en fait le fruit de son travail. Pierre-Guillaume Marcadel, la France l'avait connu lors du salon de l'agriculture où justement c'était l'homme de 2,10 m de haut qui traversait, qui fendait la foule tout en disant ne touchez pas aux policiers, ne touchez pas aux policiers, mais qui voulait exprimer un peu ce dernier cri des agriculteurs aujourd'hui qui sont parfois poussés justement vers le suicide. Et donc il a fait un appel à l'aide via un de ses amis qui est connu et qui s'appelle Papacito, qui lui a permis aujourd'hui, et c'est le Figaro qui le révèle, de lever plus de 475 000 euros justement, dont la moitié va être consacrée à un SAMU social. Il s'y est engagé, la moitié, même 30%, parce que vu qu'il a gagné beaucoup plus, en fait il va garder visiblement que 30% de la somme pour justement racheter un nouveau cheptel, également le sécuriser pour qu'il ne soit pas à nouveau empoisonné, et le reste il veut aujourd'hui se lancer justement sur ce projet de SAMU social dont l'objectif est d'aider aujourd'hui les agriculteurs en souffrance sur les aspects juridiques, les aspects comptables, de leur donner un petit peu de vie. Donc voilà, je voulais faire un coup de projecteur là-dessus, pas seulement parce que c'est Sud Radio et donc le Sud-Ouest, mais aussi parce que ça montre de l'engouement populaire. C'est quelqu'un qui à chaque fois a eu plutôt la presse locale qui était contre lui, qui n'avait jamais en fait de surface nationale ou médiatique, et pourtant ça montre que l'engouement populaire parfois il peut dépasser aussi les médias, donc c'est intéressant, et que l'âme des Français a encore envie de donner pour ce type de projet, donc je voulais le souligner et lui souhaiter bon courage. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on se retrouve, nous, comme tous les jours, pour commenter l'actualité, une actualité chargée, évidemment, avec ce qui se passe au Proche-Orient, l'attaque de l'Iran contre Israël. Emmanuel Macron veut éviter l'embrasement. Moi, j'avoue que j'ai vu le ministre des Affaires étrangères hier. D'abord, je l'ai pas reconnu, j'ai cru que c'était un journaliste. J'ai mis le son et j'ai été un peu consternée. Mais bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Alexandra Spiner est sur le plateau, enseignante, Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. On reviendra évidemment sur notre sondage, sur notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, avec un sondage très 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 mauvais pour le président de la République. Et puis on pourra parler également du MeToo à l'hôpital. Alexandra, vous aussi, c'est un coup de cœur qui sort un petit peu de l'actualité bouillante et tragique, oui, mais elle a été brûlante. Elle a été brûlante et elle a été tragique, mais c'est un vrai coup de cœur puisque souvenez-vous, l'incendie de Notre-Dame avait plongé le monde dans une sorte de stupeur collective parce que c'est un sacre qui touche bien au-delà des chrétiens. C'est une partie de l'âme de Paris, et au-delà de l'effroi qu'avait suscité l'incendie, moi j'y avais vu aussi un motif d'espérance. Parce que ce soir-là, chacun tremblait pour cet édifice et nos différences étaient transcendées. Et je trouve qu'il est bon parfois de dépasser nos querelles de clocher. Oui. Alors Notre-Dame a retrouvé sa flèche, cette flèche somptueuse de 96 mètres qui perce à nouveau dans le ciel parisien. Qui est restée la même flèche et on n'a pas eu droit à des conceptions contemporaines. Absolument. C'est un chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc qui est évidemment le symbole du savoir-faire français et de l'excellence de l'artisanat. Elle a été reconstruite à l'identique et elle sera bientôt libre de toute entrave pour les Jeux Olympiques, puisque vont être bientôt et peu à peu démontés les échafaudages qui l'entourent. Alors il y a eu une longue période de reconstruction. On peut d'ailleurs se réjouir que le chantier s'est très vite mis en œuvre. Il n'y a pas eu de temps de latence, d'attente, d'interrogation. Tout de suite, la sécurisation de l'ouvrage a débuté, je crois dès le mois d'avril 2019. Puis, il y a eu la réouverture du parvis. Ensuite, il y a eu une étape qui, moi, m'a beaucoup émue, qui a été le démontage du grand orgue. Vous savez que c'est le plus grand instrument
de France. Avec donc un travail tout à fait remarquable des facteurs d'orgue, parce que l'orgue avait donc résisté au brasier, mais était complètement recouverte de plomb qui avait demandé un nettoyage en profondeur. Puis nous avons eu la fin du montage des échafaudages à l'intérieur de la cathédrale, puis le début de la reconstruction de la flèche. Alors peut-être que Jean-Pierre peut en dire un mot aussi. Il me venait à l'esprit un petit commentaire politique. On a suffisamment l'occasion de critiquer, peut-être sur cette antenne, le président de la République pour dire que quand il a annoncé que ça serait reconstruit en 5 ans, pas grand monde ne l'a cru. Moi, le premier, j'avoue que j'avais quand même quelques gros doutes. J'étais un homme de peu de foi sur ce coup-là. Eh bien, c'est fait et c'est quand même un magnifique événement. Si vous me permettez un petit commentaire, Notre-Dame, c'est effectivement un monument universel. D'ailleurs, le monde entier a été frappé par cet incendie et je crois que à partir de la réouverture, on s'attend à ce que ce soit le monument le plus visité au monde. Mais c'est aussi une cathédrale, c'est-à-dire un lieu de culte catholique, la cathédrale du diocèse de Paris. Et j'espère qu'on pourra continuer à la visiter, certes, mais aussi à venir y prier, notamment devant la relique de la couronne d'épines. Justement, pardon. Je vous en prie. Le célèbre coq de Notre-Dame qui contient donc une des 70 épines de la couronne du Christ, qui a aussi retrouvé son perchoir. Et puis la restauration de la charpente médiévale du chœur qui s'est achevée. Alors là, c'est un assemblage qui a nécessité 700 chaînes. Il faut imaginer ce que c'est tout à fait unique et spectaculaire. Et vous vous souvenez de cette photo très sympa où vous aviez tous les charpentiers qui étaient casques de chantier sur la tête et qui étaient fous de joie à l'idée de l'ouvrage accompli. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un exploit, vous avez raison de le souligner. On n'y croyait pas, peut-être un mot, Benjamin Cauchy, je vous voyais hocher la tête. C'est une très bonne nouvelle que Notre-Dame puisse réapparaître sur ses plus beaux atours. Notons quand même qu'il y a eu des procédures d'exception qui font qu'on a pu respecter finalement le timing. Par exemple, il n'y a pas eu d'appel d'offres de lancer pour les échafaudages ou pour les premiers éléments de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a eu pas mal de mesures d'exception qui ont permis d'accélérer le mouvement. De la même manière, ce sont des fonds privés. Il faut soulever aussi que Kering et le groupe LVMH ont été 2 donateurs et que ça fait du bien aussi parfois autour de cette reconstruction d'y associer à la fois les acteurs publics, les acteurs culturels, mais aussi les acteurs privés. Voilà 840 millions d'euros récoltés. Mais moi, mon coup de cœur, il visait surtout à rendre hommage aux compagnons du chantier de Notre-Dame. Je crois qu'on a tous hâte d'être au 8 décembre et puis rendre hommage à ces artisans, à ces architectes, à ce dévouement qui ont su faire revivre le mythe des bâtisseurs de cathédrales. Et je pense qu'on peut aussi rendre hommage à Jean-Louis Georgelin, qui est décédé le 18 août dernier dans une randonnée et qui était justement en charge de ce projet au tout début. Qui l'a porté. Avec ardeur. Alors, Benjamin Cauchy, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. J'ai eu la chance peut-être d'entendre Emmanuel Macron en marge du Salon du Livre de Paris exprimer telle la volonté d'être le vainqueur du nouveau concours Lépine de la fiscalité française, de mettre en place une contribution qui puisse permettre de protéger le prix unique du livre. Et je vais même plus loin. Le livre d'occasion est une espèce de mauvais usage. Voilà les propos rappelés et rapporté par le journal Le Parisien en marge de la visite d'Emmanuel Macron. Ce que cela veut dire, c'est que effectivement l'industrie du livre, même si il y a 435 millions de livres neufs qui sont vendus par an en France, même si le livre neuf représente 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et le marché de l'occasion 888 millions selon des cabinets d'expertise en 2020, eh bien malgré tout cela, Emmanuel Macron estime que c'est en taxant le livre d'occasion que nous allons sauver
sauver le métier des auteurs, des éditeurs, des traducteurs et des libraires. Donc là, je dis halte au feu. Halte au feu. On a déjà eu l'augmentation de 100 €. Il faut payer 100 € maintenant pour accéder à son CPF. Donc on tape sur la formation. Et là, cette fois-ci, c'est sur la culture et la culture de ceux qui ont le moins de moyens. Parce que finalement, acheter un bouquin d'occasion, c'est au-delà du plaisir de chiner dans une brocante du Sud-Ouest en Occitanie. C'est aussi pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de personnes âgées, pour beaucoup de personnes en général, la possibilité d'accéder à la culture à moindre prix. Ouais. Et c'est ce qui me gêne profondément. Quelle drôle d'idée, quoi. Non, mais, enfin, ouais, enfin, je oui, alors attendez, laissez terminer. Oui. Je vous écoute. Non, ça fait réagir. Je voulais aussi en parler, Alexandra. Merci Benjamin pour ce coup de gueule que je partage évidemment, parce que c'est vouloir s'attaquer à l'effondrement de la lecture chez les jeunes, puisque je vous rappelle que tout ça est parti d'un sondage qui a été beaucoup commenté, où on explique que les jeunes ne lisent plus, et vouloir inaugurer un festival du livre en inventant une nouvelle taxe, comme si nous n'en avions pas assez, c'est assez stupéfiant. Nous, par exemple, à la région, on a un soutien très très fort à toute la chaîne du livre, avec des leçons de littérature, des prix littéraires des lycéens, avec des lectures à voix haute aussi dans les lycées. Ce qui peut réconcilier aussi les jeunes avec le goût et le plaisir de la lecture, et du soutien aux librairies indépendantes. Mais ce que je trouve terrible, et merci de l'avoir noté, c'est que évidemment on s'attaque aux plus fragiles socialement. Parce que oui, le livre d'occasion, c'est quand même... le livre reste cher, malheureusement, et le livre d'occasion, au-delà du plaisir de chiner, c'est aussi la possibilité d'accéder à la littérature à moindre coût. Jean-Pierre Denis, parce que ça part en fait de son idée, l'idée du président de la République est de protéger le prix du livre unique. Mais je vois pas. Les auteurs ne seront pas plus riches pour autant, c'est ridicule. Non. Franchement, j'étais perdu dans mes pensées. Je me revoyais à 18-20 ans, commençant à me constituer une bibliothèque avec des Garnier Flammarion ou des Poésie Gallimard d'occasion. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui leur a pris? Alors ça fait quelque temps qu'on parle de cette taxe. Là, c'est ressorti. Peut-être que ce sera d'ailleurs aussi vite oublié que c'est ressorti, parce que c'est franchement une très mauvaise idée, mais c'est pas du tout une mesure sociale, en effet, parce que le livre d'occasion, c'est un livre qui peut rejoindre tous les publics. Bien sûr. Et moi, je trouve ça assez singulier de la part d'un président qui essaye de dire qu'il faut aujourd'hui être plus écolo, mettre en place des lois et toujours plus de contraintes, pas être capable de comprendre qu'en fait le livre d'occasion, l'occasion de façon générale, ça concerne également les vêtements, mais c'est la première aujourd'hui mesure écologique. Ça, c'est un aspect important. Et au-delà même de l'aspect social, c'est méconnaître la force du livre. Ce que ça veut dire, un livre, c'est assez éternel. C'est-à-dire que tout le monde se souvient d'avoir récupéré les livres de nos grands-parents, de nous les donner. Il y a une existence supplémentaire. En fait, le livre d'occasion auquel il s'attaque, c'est celui qui est vendu sur Amazon, par exemple, pour citer cette plateforme. Quand vous cliquez, il y a des revendeurs de livres récents qui sont moins chers par des gens qui les revendent. Je crois que c'est ce à quoi il veut s'attaquer. Oui, il y aura des victimes collatérales. Mais le signal est quand même tragique. Il y a quand même une alternative, ça serait de baisser les charges. Ça serait de baisser les charges sur les libraires, de baisser les charges sur les auto-entrepreneurs et les indépendants, que sont les traducteurs, que sont les auteurs, tout simplement. Au lieu de créer une nouvelle taxe, baisser les charges, tout simplement. Alors, pour finir, si on peut s'amuser un petit peu, j'ai eu quelques idées pour Emmanuel Macron. Alors, je pensais à une contribution sur les tondeuses thermiques, avec l'idée d'un contrôle technique sur les tracteurs tondeuses, une taxe sur les glaçons dans les verres pour préserver les ressources en eau. Et alors, peut-être la meilleure, c'est un impôt sur le recyclage des ministres d'occasion qui nous ont mis dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà, cette petite note d'humour, mais tout simplement pour rappeler qu'au concours Lépine, je crois qu'Emmanuel Macron va devoir se calmer. On se retrouve dans un instant, c'est une petite page de pub et on se retrouve avec vous. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous. On parlait de cette taxe sur les livres d'occasion. Vous vouliez juste rajouter un mot, Alexandra? Je voulais juste rajouter un mot pour dire quand même qu'il faut se souvenir que le livre d'occasion est avant tout a été un livre neuf et a donc déjà subi toutes les taxes possibles et imaginables. Donc ça rend ce dispositif complètement délirant. Et juste un auditeur me signale que Bruno Le Maire indique que la situation en Israël aura un impact lourd sur l'économie française. Donc on est
Voilà, c'est une façon de dire... De trouver un nouveau responsable. De trouver un nouveau responsable, absolument. Évidemment, la situation au Proche-Orient, cette attaque d'Israël, de l'Iran, ce samedi soir, qui a envoyé des missiles, des drones, qui ont tous été éliminés, j'arrive pas à trouver mes mots, qui ont tous été contrés grâce au dôme de fer et à d'autres pays qui se sont alliés pour éviter que ces drones et ces missiles n'atteignent Israël. C'était, si on est bien précis, une réponse à une attaque sur un bâtiment consulaire qui avait eu lieu. Précisons que ce bâtiment consulaire abritait des présumés terroristes organisateurs d'un certain nombre d'attentats. Donc cette attaque, alors on n'est pas d'accord ici. Est-ce que c'est un échec de l'Iran, Jean-Pierre Denis? Est-ce que l'Iran s'est ridiculisé, entre guillemets, puisqu'annonçant une grande offensive sur Israël, qui finalement a totalement échoué d'un point de vue militaire? Ça dépend quels sont les objectifs, quels étaient les objectifs. Si les objectifs étaient d'atteindre effectivement des cibles, c'est raté. Mais est-ce que c'était vraiment ça l'objectif? Moi, je ne pense pas que l'Iran se soit ridiculisé. Malheureusement, je pense que c'est une nouvelle donne que cette attaque provoque. Au fond, quand on regarde un petit peu plus loin, c'est quoi la promesse d'Israël aux Juifs du monde entier? C'est de dire, venez ici, là vous serez vraiment en sécurité. Et cette promesse-là, elle a été brisée par l'attaque du Hamas, et elle est brisée une deuxième fois par cette attaque de l'Iran, qui montre que certes, cette fois-ci, ils n'ont atteint aucune cible, mais qu'ils sont capables d'envoyer une pluie de drones sur Israël. Mais Israël a protégé son peuple. Pour l'instant. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement préoccupant, et c'est aussi une façon peut-être, alors pour être peut-être positif dans ce chaos, de se dire que c'est une façon de rétablir une forme d'équilibre avec Israël, qui jusqu'à présent en effet marquait beaucoup de points, éliminant beaucoup de dirigeants militaires de l'Iran un petit peu partout dans la région. Comment vous la comprenez, cette attaque, vous, Alexandra Spinner? Je reste convaincue qu'Israël reste un endroit sûr pour tous les Juifs du monde entier. Évidemment, je pense que ce que souhaitait démontrer l'Iran, c'est qu'il pouvait atteindre Israël. De ce point de vue-là, oui, on le sait. On sait très bien que ce pays qui massacre son peuple est à minuit moins une d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est le cœur du sujet, il est évidemment là. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'une nouvelle carte du monde s'est dessinée, puisque vous l'avez dit, le pays a été protégé évidemment par son armée, mais aussi par l'Arabie Saoudite, l'Angleterre, la France, les Émirats Arabes Unis. Et donc il y a quand même quelque chose qui se dessine dans cette partie du monde qui peut peut-être donner à espérer. Éric Tegner, vous l'avez comprise comment, cette attaque, cette volonté de l'Iran donc de riposter selon leurs termes? Alors sur le moment, moi j'étais d'ailleurs en direct sur une chaîne d'infos en continu et on était surpris évidemment, parce qu'il faut quand même se rappeler que samedi matin, ce scénario-là d'une telle ampleur n'était pas envisagé. On savait que l'Iran devait riposter, mais on s'imaginait qu'il le ferait d'abord par ses proxys, parce qu'on se rappelle, lorsque Soleimani a été tué par les Américains en 2020, la réponse avait été de bombarder une base américaine, mais tout en prévenant les Américains à l'avance, ce qui faisait qu'il n'y ait eu aucune perte américaine. Là, ils ont prévenu aussi. Là, on s'imaginait quand même que, oui, mais il y a une différence, c'est qu'il y a la différence aussi, c'est que on ne s'attendait pas là à ce qu'il y ait des départs depuis l'Iran. Ça, c'est quand même un facteur qui est très important. La confrontation directe, ça faisait 2500 ans que ça n'avait pas eu lieu. On pensait qu'ils le feraient via le Hezbollah ou uniquement via les Houthis du Yémen, ce qu'ils ont en partie fait. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, et avec du recul, peut-être ça nous fait voir un peu ce qui va se passer demain, c'est qu'ils se sont dit que même s'ils pouvaient répondre avec leur proxy, ils tenaient à le faire aussi en montrant qu'ils étaient prêts à envoyer justement des drones depuis l'Iran. Et pour moi, ça, c'est le facteur vraiment inquiétant. D'abord parce que ça crée un précédent et que de toute façon, Israël, même s'ils font une réponse qui va être légèrement disproportionnée, ils ne vont jamais faire une réponse aussi forte que le précédent qui est créé. C'est-à-dire que demain, l'Iran pourra continuer à le faire.
Et donc ça, c'est un facteur important. Le deuxième, c'est pour ça que c'est une victoire psychologique pour l'Iran, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient prêts à ça. Et jusqu'à présent, on pensait qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Là, on sait qu'ils ne sont pas prêts militairement à être seuls contre Israël. En revanche, effectivement, on pensait que psychologiquement, ils n'étaient pas prêts à aller au bout en raison de la crise économique là-bas, etc. Mais il y a un deuxième élément qui m'inquiète le plus, et pour moi, ils ont gagné une bataille culturelle du côté de l'Iran. C'est qu'aujourd'hui, des populations qui défendaient la Palestine plutôt sur l'angle du vous comprenez, il y a des enfants, etc., qui meurent dans la bande de Gaza, ce qui est vrai, ce qui était plutôt un discours parsemé d'humanisme de leur part, ce qui leur permettait d'être un peu dans le bon camp pour certains. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans le camp clair des mollahs iraniens, et cette base-là, aujourd'hui, l'assume complètement. C'est-à-dire qu'on est en train de radicaliser une partie de l'opinion, notamment de certains musulmans en France. Et quand on regarde sur les réseaux, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de rendre l'Iran le champion de la cause palestinienne, et donc psychologiquement ça fait tomber toutes les notions, notamment autour du terrorisme. Je lisais par exemple Kémy Séba, où on sait ce matin, on sait qu'il a une influence énorme dans certaines banlieues françaises, etc., et notamment aussi auprès des populations africaines, qui disaient en fait il faut arrêter de critiquer de terroristes dès qu'on cherche juste à se défendre. Voilà, donc il n'y a même plus de notion de terrorisme islamiste. On va être d'accord sur ce sujet-là. Moi j'étais quand même sidéré de voir le poste d'Émilie Gomis, championne olympique, en lettres capitales, à la manière de Trump, l'Iran a le droit de se défendre. Point. Moi, je pensais aux femmes d'Iran, à ce qu'elles disent et à ce qu'elles vivent. Donc je me dis qu'il y a effectivement des gens qui n'ont toujours pas compris, qui ne veulent pas comprendre, ou qui se réjouissent pour des raisons qui ne sont pas très réjouissantes. Alors peut-être Benjamin, parce qu'il est à distance, c'est pas toujours facile. Je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Denis pour exprimer le fait que l'objectif de l'Iran n'était pas de blesser ou de tuer des gens en Israël, mais pour moi c'est mais certainement effectivement, comme vous l'avez dit, de devenir l'interlocuteur incontournable, l'incarnation aujourd'hui du terrorisme et de l'islamisme finalement dans cette région du Moyen-Orient. L'objectif militaire est raté, mais je me pense que l'objectif stratégique est atteint, comme je viens de vous le dire. Et puis, je pense que Israël va devoir répondre. Je ne vois pas les choses autrement. Cette histoire de dire que parce que une antenne d'un consulat du consulat en Syrie a été atteint, le dossier est clos parce qu'ils ont renvoyer des drones, c'est comme considérer que l'histoire du conflit israélo-palestinien démarre le 7 octobre. Si vous voulez. Oui, allez-y. Non, mais du coup, je suis convaincu que l'Iran, dans son objectif, était aussi peut-être d'inciter Israël à répondre et du coup l'isoler sur la scène internationale. Voilà où je veux en finir. Juste, un auditeur me dit c'est une riposte, on n'attaque pas un consulat. Il faut juste quand même expliquer très précisément que c'était une annexe du consulat iranien à Damas, et qu'il y a quand même deux guides, deux mollahs qui ont été deux généraux des gardiens de la Révolution qui ont été tués. Donc on sait et on connaît les pratiques aussi de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans des ambassades, dans des hôpitaux, dans des endroits où théoriquement on n'a effectivement pas le droit d'attaquer. Donc c'est quand même, faut être un petit peu nuancé et être un peu, ne pas dire c'est une bombe qui a été envoyée sur le consulat d'Iran. En revanche, ce qui est important de voir, c'est que les gens en face ont des arguments qui, objectivement et médiatiquement, se tiennent. C'est-à-dire que on n'a pas, et c'est pareil du côté du Hamas, on n'a pas des gens qui revendiquent d'être des terroristes ou de tirer sur les populations civiles. Le Hamas, par exemple, n'a jamais revendiqué les viols du 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent passer pour les gentils. Donc aujourd'hui, par exemple, ce qui fait qu'en fait, l'échec militaire de cette opération n'est pas un échec stratégique, c'est qu'ils pourront dire, vous avez vu, il n'y a pas eu de mort. Déjà, il n'y a pas eu de mort civile. Ensuite, on cherchait à cibler des militaires, tout comme ils ont ciblé des militaires de notre côté, et derrière la réponse israélienne qui forcément militairement va fonctionner, va créer des morts. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait on n'est plus dans un monde où de façon très claire il y a le mal. C'est-à-dire que même aujourd'hui les terroristes veulent afficher un discours humaniste, etc. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour débattre et commenter l'actualité. Juste, il y a deux autres questions. C'est est-ce qu'Israël va réagir, va répondre? Est-ce que la diplomatie va l'emporter? Et puis la position de la France avec Emmanuel Macron qui ce matin dit je vais dissuader Israël de continuer cette escalade. Alors déjà sur la riposte, vous Jean-Pierre Denis, vous disiez tout à l'heure que Israël ne peut pas faire autrement que de répondre. Non, moi j'en sais rien, franchement, bien malin qui le sait, et de toute manière, une riposte peut être annoncée, elle n'est pas forcément immédiate. Moi je pense qu'on peut faire aussi l'hypothèse d'une réponse assez différée, et que d'ailleurs c'est un peu ce qu'a dit le ministre israélien, quand dit que, je cite de mémoire, qu'il riposterait quand il le jugerait utile, et je pense que cette phrase, que je cite encore une fois de mémoire, me paraît assez crédible. En revanche, penser que la diplomatie reprendra ses droits, ça supposerait qu'elle les ait déjà eus dans une région où elle les a pas souvent. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui paraît assez peu probable. Ça va peut-être se régler dans le rapport de force. Le retour des États-Unis. Ça va se régler dans le rapport de force entre Biden et Netanyahou. Oui. Alors, il a plusieurs atouts aujourd'hui, Netanyahou. Déjà, il a prouvé, via le succès de cette opération de défense samedi soir, qu'il n'était pas fragilisé militairement. La réalité, c'est que si certains obus, certains drones avaient atteint leur cible, on aurait dit, vous avez vu, finalement, la défense israélienne fonctionne moins que prévu. On sait qu'ils avaient été fragilisés le 7 octobre parce qu'ils n'avaient pas vu venir justement cette attaque. Là, ils l'ont vu venir, ils l'ont su l'empêcher, donc il a les moyens de ses ambitions. Ensuite, le deuxième élément, c'est que, vous savez, avant le 7 octobre, il y avait des propositions qui lui avaient été faites, notamment par exemple d'éliminer Nasrallah, le leader du Hezbollah libanais. Il leur fallait aussi une excuse. Et aujourd'hui, ils sont vus comme étant du côté des victimes. Ils ont une sorte de soutien de la communauté internationale, alors que ce soutien commençait à devenir un peu fragile en raison des morts dans Gaza, que de facto, on voit un peu moins depuis 2 jours. Donc il ne va pas se priver, en fait, de les attaquer. Mais là où je rejoins effectivement ce que vous disiez, c'est que contrairement à l'Iran qui avait besoin de réagir assez vite, là, Israël peut tout à fait attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. En revanche, ils ne doivent pas se contenter de faire des simples bombardements. Ils doivent, selon moi, éliminer des leaders. C'est l'occasion pour eux de justement d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Netanyahou, de toute façon, était prêt à faire. À partir du moment où il a attaqué quand même le consulat, parce que c'était pas rien non plus d'attaquer un consulat à Damas, le 1er avril, il savait très bien. Et il le fait pas uniquement pour ce qu'on dit, des logiques plutôt politiciennes, etc. en interne, mais c'est parce qu'il pense que de toute façon, la menace existentielle, c'est pas en tant que tel le Hamas, c'est les soutiens du Hamas, notamment l'Iran. Et donc, d'une certaine façon, il préfère une bonne guerre dès maintenant, parce qu'aujourd'hui, il est en position de force. Benjamin. Oui, effectivement, pour moi, ça me paraît inéluctable qu'Israël réagisse. Effectivement, elle prendra peut-être le temps nécessaire, mais là encore une fois, on est dans des conjectures, on n'en sait strictement rien. Moi, ce qui m'inquiète le plus, quand même, c'est l'armement qui a été réalisé depuis des mois et des mois, notamment par l'Iran auprès du Hezbollah, et qui pourrait risquer d'entamer l'intégrité du territoire israélien par le nord. Et donc là, aujourd'hui, comme on dit toujours, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On est tous en train de se focaliser sur l'Iran et sa capacité à tirer depuis son propre sol. Je crois qu'il faut, c'est peut-être pour ça que la réponse d'Israël n'est pas immédiate, c'est que les risques sont peut-être pas forcément de là où ils venaient samedi. Oui. Alexandra Spinner, peut-être sur la diplomatie française, sur la gesticulation, je suis pas gentille, mais c'est le terme. Mais président de la République qui dit je vais tenter d'éviter l'escalade. Alors, Stéphane Séjourné hier aux 20h de France 2. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la France a aidé Israël. Oui, ça c'est un premier point qu'il faut souligner. On parlait dès samedi avant même dans les alliés. Mais un peu gêné sur. Alors oui, c'est le en même temps éternel. Donc ça, oui. Puis tout ça m'a l'air un petit peu avec un ministre des Affaires étrangères qui n'a pas l'air très au fait de la situation internationale. C'est vrai que c'est pas très rassurant. Cela dit, je pense que malheureusement tout ça va se jouer sur le plan diplomatique de façon très locale aussi. Mais moi, je me réjouis quand même que la France ait participé à protéger Israël. Peut-être c'est un élément. Jean-Pierre Denis.
autant que je sache, c'est un élément quand même très nouveau par rapport à la position c'est pour ça que traditionnelle je le salue. de la France depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il y ait eu, alors il y a eu sans doute certainement des collaborations discrètes, mais le fait qu'il y ait une intervention française pour soutenir cette défense militaire et qu'elle soit rendue publique, revendiquée par Netanyahou et par le président de la République française. C'est un acte politique nouveau. Mais il y a eu l'aide aussi de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis. Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. De toute façon, on est dans une formidable. bataille entre sunnites et chiites. L'objectif de l'Iran là-dessus, justement, c'est d'infliger une sorte de défaite au monde sunnite. Petite précision pour le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas d'ambassadeur iranien à Paris, il y a un chargé d'affaires. Oui. C'est une petite nuance, néanmoins. Vous voulez dire que c'est un métier, la diplomatie? Il faudrait qu'il fasse un stage chez Sud Radio. Moi, je sais pas si je pense pas être plus calé que lui, mais néanmoins, c'est un chargé d'affaires. Donc, quand on dit les choses, autant être précis, parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur iranien en France. Et sur les Français, l'implication, il faut rappeler qu'on a, je crois, 3 bases dans la région. Il y a Djibouti qui est en face du Yémen. Il y a également en Jordanie, on a une base. Donc c'est ça aussi qui nous permet à un moment donné d'agir. Donc pour le coup, là-dessus, il faut saluer nos capacités de le faire. En même temps, il n'y a pas de souhait aujourd'hui d'être dans une logique offensive. Ça a quand même été rappelé par comment, à moins que justement une de nos bases se retrouve à un moment donné attaquée. Ça serait la seule raison pour laquelle la France pourrait s'impliquer au même niveau que les Américains dans ce conflit. Nous, on n'a jamais une logique offensive sur cette région. Peut-être sur les mots. L'Iran attaque Israël, c'est le régime des mollahs qui attaque Israël, parce que il faut aussi parler d'un peuple qui essaie de se dresser contre cette dictature barbare, de ces femmes extraordinaires en Iran, de ce rassemblement hier à Paris des Iraniens qui sont venus dire leur soutien et leur amitié à Israël. C'est aussi important d'en parler, je pense. Absolument. Il y a un lien entre les deux, parce que le bellicisme du régime est une façon aussi de détourner l'attention sur le plan interne de toutes les oppositions qu'il rencontre. C'est un régime qui n'est plus soutenu par son opinion publique et qui a besoin de se trouver une cause. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler du MeToo à l'hôpital, blagues lourdes, pelotage et autres gestes déplacés. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Petite précision avant de passer à l'autre sujet, encore et toujours, pour expliquer que ceux qui ont été tués, c'est un auditeur aussi qui le précise, Israël n'a pas attaqué directement le consulat, c'est une habitation jouxtant ce consulat que les Israéliens ont visé. Cette maison abritait des personnes ayant mis en place les pogroms du 7 octobre. Et donc c'est important de le préciser. Oui, c'est très important de le préciser pour le rappeler peut-être à ceux qui chaque jour s'enfoncent un peu plus dans le déshonneur en soutenant le régime des mollahs. Mohamed Zahedi est quand même celui qui est à l'origine des pogroms du 7 octobre. Et je rappelle que l'Iran a salué à l'occasion de son enterrement sa grande bravoure et sa parfaite maîtrise de l'attaque du 7 octobre. Et on pourrait rappeler que à cette occasion, le guide suprême en Iran a fait un grand discours dans lequel il a surtout rappelé l'obligation du voile pour les femmes. Absolument. MeToo à l'hôpital, c'est une enquête parue dans Paris Match, enquête d'Anne Jouan qui, je rappelle, a révélé l'affaire du Mediator, a fait fermer le centre du don des corps de Paris en dénonçant des conditions d'hygiène lamentables, qui a révélé l'affaire Nicolas Hulot, une journaliste d'investigation. Je vois certains médecins sur les réseaux qui disent journalisme de caniveau, la presse de Bolloré. Bah oui, mais si la presse de Bolloré qui est Paris Match révèle des affaires comme celle-là, eh bien on ne peut que le saluer. Et c'est vrai que depuis la parution du Paris Match jeudi, c'est une déferlante sur les réseaux sociaux de soignantes, d'infirmières qui témoignent de ce qu'elles ont vécu. Alors certains disent aussi oui, mais c'est pas des viols, c'était de la drague lourde, c'était une autre époque. Néanmoins, j'ai trouvé que la libération de la parole dans cet univers-là était particulièrement intéressante. Alexandra Spinner, vous avez évidemment suivi ça avec intérêt. Oui, j'ai suivi ça avec intérêt. Parce que, juste préciser que c'est le professeur Karine Lacombe, donc
là, on a aussi tous les anti-vax qui disent gna gna gna, machin, bon, on s'en fout. Oui, mais Karine Lacombe qui dénonce en fait des faits dont elle a été victime de la part du docteur Pelou à l'époque. Et donc, cette prise de parole a libéré la parole sur les conditions de travail à l'hôpital. Bon, moi, je me réjouis évidemment que le phénomène MeToo soit arrivé jusqu'à l'hôpital, parce qu'il y a effectivement en France le mythe du carabin un peu. Et c'est vrai qu'on savait que dans les milieux hospitaliers, les femmes souffraient de harcèlement un peu diffus au quotidien. Moi, ce qui me choque quand même, c'est que l'espèce de totem d'immunité dont a bénéficié Monsieur Pelou, je trouve ça sidérant, puisque quand on lit l'enquête d'Anne Jouan, c'est ça. On s'aperçoit que des ministres étaient au courant. Alors Roselyne Bachelot a précisé qu'elle avait été au courant de harcèlement moral et de harcèlement verbal, mais pas de harcèlement sexuel. Évidemment, parce qu'on lui dit « Qu'en avez-vous dénoncé à l'époque ?» On parle d'une remise de décoration où tout le monde a toussé quand on a... Non, c'était pas une remise de décoration, c'était une conférence sur les violences faites aux femmes. Oui, pardon, c'est pire encore. Et ensuite, François Hollande a remis, ou avant même, une mission de ça dit plus précisément, c'est que la peur touche aussi les entourages. Et qu'en réalité, ceux qui ne dénoncent pas, ceux qui ne parlent pas, ils ont peur aussi. Peur de perdre leur travail, peur d'être mis à l'écart. Et c'est ça qui est terrifiant. Et j'espère que le MeToo finira par casser cela et que la parole se libérera. Alors, il a tout à fait... il doit bénéficier, M. Pelou, de la présomption d'innocence. Évidemment. Mais voilà, moi, je m'en réjouis et j'espère que les nouvelles générations d'étudiantes de médecine pourront bénéficier d'un environnement plus Pour clément. l'instant, c'est pas le cas, puisque Karine Lacombe raconte que sa fille était interne en médecine et qu'elle a vécu le même type de comportement. Jean-Pierre Denis. Je crois que c'est Charles Péguy qui disait « Il suffit pas de voir, il faut voir ce que l'on voit ». Et en fait, tout le monde connaissait ce qu'on appelait les blagues de carabin, l'esprit carabin. Il y avait un mot pour ça, le mot carabin évoquait immédiatement ça. Donc tout le monde était depuis des décennies au courant de ce type de comportement, simplement c'était culturellement admis. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord les bienfaits du journalisme. Moi, ça fait maintenant pratiquement 25 ans que j'ai commencé à publier à l'époque dans La Vie les premières enquêtes sur les abus spirituels et sexuels dans l'Église qui concernaient à l'époque des personnes majeures. J'ai pu constater qu'il n'y a aucune institution qui soit épargnée et qu'il n'y a aucune institution qui se réforme sans que ces affaires soient sorties dans les médias. Alors il est de bon ton de critiquer les journalistes, de critiquer les médias, mais moi je peux dire, à partir de ce que j'ai vu là sur un quart de siècle dans l'Église catholique, que sans ce travail des journalistes, qui est effectivement désagréable, qu'on peut juger vulgaire, qu'on qualifie parfois de racoleur, eh bien sans ce travail-là, ces affaires-là ne sortiraient pas et les institutions ne changeraient pas. Alors, est-ce que c'est surprenant que ça surgisse à l'hôpital ? Ben non, pas du tout, puisqu'il y avait donc d'un côté cette culture dite de carabin et de l'autre, le fait que toutes les institutions sont touchées, qui font corps, qui ont un esprit de corps, sont touchées. Les sports... On a vu que même dans l'armée, il y a des femmes qui commencent à parler. L'esprit de corps, oui, je suis d'accord. Toutes les institutions. Mais la peur aussi. Mais il faut dire en plus que tous les hommes ne sont pas comme ça non plus. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas de dire c'était une époque. Mais c'est surtout j'ai travaillé avec des hommes. Il faut même aller sans qu'il n'y ait la moindre ambiguïté. Il faut aller même plus loin. Ça concerne une minorité d'hommes. Oui, mais qui sont là. Alors un auditeur me dit la présomption d'innocence est incompatible avec les dénonciations publiques. Moi j'ai une position très claire là-dessus. Enfin, c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut en passer par là. Quand vous voyez que 90% des femmes n'osent pas porter plainte, qu'1% seulement des violences sexuelles sont condamnées par la loi. Bah oui, il y aura des dommages collatéraux. Moi, j'assume de dire ça. Mais c'est pour ça que, parallèlement à la publication de ce type d'enquête, il faut aussi équilibrer en rappelant que
1, ça ne concerne pas tout le monde. Absolument. 2, qu'il y a la présomption d'innocence. Et 3, qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui quand il y a quelqu'un qui va, par exemple, être accusé, à raison, par exemple, de faire des blagues lourdes ou de faire du harcèlement moral, de dire ouais, mais c'est pas du viol ou c'est pas du harcèlement sexuel. On a l'impression du coup de défendre. Mais bon, en attendant, pour un fait, c'est pas la même chose que l'autre. Et c'est ça la problématique quand on va mettre quelqu'un aussi sur le devant de la scène, on va l'accuser un peu de tout dans un mouvement de libération générale, c'est qu'on va l'accuser de tous les maux. Donc ça, c'est important de raison garder. En revanche, il y a une réalité sur cette problématique, c'est que ça ne concerne pas un monde qui est anodin, ce monde de l'hôpital, de la santé. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas seulement les personnes qui ont pu subir ça, il y a aussi nos auditeurs qui vont aller consulter un médecin, envoyer leur enfant aller voir un médecin, qui vont se retrouver à devoir parfois se déshabiller, etc. Vous avez besoin de vous dire qu'en face, il y a quelqu'un de sain. Ça, je pense que c'est important. Et d'avoir confiance. Donc ça, c'est un climat, moi, qui m'avait toujours surpris étant étudiant, et je pense que ça vient de là à l'origine, c'est qu'il y a pour le coup un état d'esprit dans la faculté de médecine. Moi, j'étais en école de commerce. École de commerce, comme connue aussi pour bien s'amuser, etc. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est à chaque fois des excès. Avec sa part de scandale aussi. Ils savent, oui, mais ça n'avait rien à voir avec les collègues de la fac de médecine où c'est des blagues graveleuses H24. C'est-à-dire que le jeune qui vient, il rentre dans cette culture-là, il se dit qu'en fait, et vu qu'ils sont tous très corporatistes, etc., ça n'a vraiment rien à voir aujourd'hui. Rien à envier du côté de la fac de médecine. Il faut dire que dans l'enquête d'Anne Jouan, il y a d'autres médecins qui sont cités, il y a des gens qui ont été condamnés, des médecins que vous évoquez, qui ont été condamnés pour harcèlement, et d'autres, on l'a vu hier, je crois qu'il y a eu une condamnation sur des médecins qui, eux, avaient agressé leurs patients. Benjamin Cauchy. Oui, j'ai trouvé cette enquête remarquable dans le sens où elle apporte effectivement du contradictoire et qu'elle apporte à la fois le point de vue des victimes mais aussi de ceux qui ont été condamnés. Enfin, disons qu'on a une vision plutôt exhaustive de ce mal qui est celui du harcèlement, à la différence d'une enquête de Mediapart, par exemple, qui va se mettre bille en tête de flinguer quelqu'un. Donc j'ai trouvé que la démarche d'Anne Jouan était respectable sur un plan journalistique. Après, je rejoindrai Eric effectivement sur cette notion de présomption d'innocence. Et là, pour le coup, Valérie, je suis pas forcément d'accord avec vous. Le fait de mettre les pieds dans le plat peut parfois pipoliser le principe même de harcèlement et du coup le caricaturer. Donc effectivement, mettre les pieds dans le plat et le faire connaître, c'est bien. Mais là, dans la tête des gens, il y a l'histoire de Payou avec Madame Lacombe, Madame Vaccin. Et finalement, j'ai peur que ça caricature la réelle nécessité de faire changer les mentalités à l'hôpital, comme dans l'armée, comme dans l'éducation nationale, comme dans plein de corps de métier. Oui, mais comment sortir alors de ce silence? Comment sortir les victimes de ce silence? Comment faire? Aller au tribunal, déposer plainte. Mais vous êtes marrant, vous. Mais vous êtes marrant. Vous avez vu ce qu'elle se prend dans la gueule, pardon, que Karine Lacombe, qu'elle est moche, que machin, qu'elle fait ça. Non, mais c'est inadmissible, ça. Mais c'est inadmissible. Mais une victime, aujourd'hui, il faut l'assumer d'aller porter. Mais regardez, vous dites ça. Paris Match a fait paraître une semaine avant un MeToo armé. Personne n'en a parlé, il n'y avait pas les noms. Si c'est pas identifié par quelqu'un, tout le monde s'en fout. Enfin, pardon, et désolé pour ceux qui sont pris là-dedans. Mais c'est bien, on échange là-dessus. Là où vous avez raison. Nous sommes tous d'accord pour lutter contre le harcèlement. Après, je pense que la justice ne doit pas être la dernière roue du carrosse dans un pays Sauf qu'elle l'a toujours été. Dans ce type d'affaires très compliquées où les femmes ne sont pas portées. Et vous avez l'exemple de l'Église. Je parlerai vraiment réellement d'expérience, malheureusement. C'est-à-dire que ça passe par la sortie publique de ces affaires et pas par les procédures normales de contrôle internes aux institutions ou externes à travers la justice. Après, la question de la présomption d'innocence est effectivement une question très importante, toujours à partir de mon expérience. Là, je pense à un prêtre que je connais qui a été victime d'une accusation fausse et qui s'est suicidé. Donc il y a des cas extrêmement graves, il ne faut pas non plus les balayer. Petit élément que je verrai pour arriver à distinguer, c'est que souvent, il y a plusieurs accusations, il y a un faisceau d'accusations qui commence à tourner autour d'une personne, et là, quand même, il y a des raisons de penser qu'il y a quelque chose, mais effectivement, il faut quand même rester prudent. Et Valérie, c'est une réflexion aussi sur, et on le voit tous en tant que journaliste, c'est que lorsqu'on veut faire parler d'un sujet, et on le mérite pas uniquement pour faire de l'audience, mais au nom des victimes qui peuvent nous parler, au nom des gens qui nous disent faites-nous les porte-paroles, il faut trouver une façon aussi de trouver que ce sujet soit
que ça parle à tout le monde. Et sûr, effectivement, ce qui parle le plus aujourd'hui, c'est quoi? C'est le foot, le sport et le people. Donc évidemment, forcément, mais ça veut dire que nos auditeurs aussi doivent pouvoir aussi, chacun doit se remettre intimement en question en se disant à un moment donné, il faut aussi que je clique sur un article, pas uniquement parce qu'on va parler de Payou ou de la Combe. Je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est qu'il faut arrêter d'essentialiser. Effectivement, lorsqu'on a commencé à parler des cas de viol ou de pédophilie dans l'église, il y avait un biais qui tendait à essentialiser en disant oui mais c'est l'église, etc. Tout comme on va dire oui mais c'est les hommes. On finit par réaliser, c'est l'avantage d'avoir tellement d'histoires MeToo, qu'en fait c'est quelque chose de général qui n'est pas structurant. Je pense que c'est plus lié aussi à un rapport de force, c'est pas lié au fait d'être un homme. Je pense que les prochains MeToo demain concerneront aussi des hommes, tout comme il y a des hommes qui vivent des situations dans leur couple où ils se font battre, où ils se font accuser et où pour le coup justement aujourd'hui la justice n'est absolument pas de leur côté. Absolument. Les gendarmes leur disent ne déposez plainte, etc. Personne ne les croit. Mais l'avantage d'avoir autant d'affaires, c'est qu'on va finir par se dire ok, ça c'est un problème qui est global au niveau de l'humanité. C'est pas juste l'Église ou c'est pas juste les hommes, tout comme c'est pas juste une histoire d'époque. Faut arrêter le côté du c'est juste ceux qui viennent des années 60-70. Sur un point, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense précisément qu'il y ait des dénonciations autour de personnalités connues, ça permet aussi à des anonymes qui subissent les viols, l'inceste, des harcèlements, de libérer la parole et de déposer plainte et de parler. Un auditeur me dit Harry Habitant a vu sa réputation et sa carrière ruinée pour une accusation de viol public non-lieu. Il a été lavé par la justice. Non, il n'a pas été lavé par la justice. Un non-lieu, c'est pas un acquittement. Il n'est pas passé devant le juge. Une cour d'assises. Je suis d'accord, mais un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour aller en justice. Donc il y a toujours le bénéfice du doute. Mais c'est là où, comme disait Benjamin, la démarche de cette journaliste de Paris Match est bien meilleure que celle d'un Mediapart. On sait que eux, systématiquement, ils vont se retrouver s'il y a quelqu'un qui fait une plainte, s'il y a un jugement derrière, ils vont ressortir tout ce qu'il y avait dans la plainte et ils disent que le problème, c'est que le droit les protège pas. Donc ça donne une impression que vous êtes accusé de viol demain, mais vous êtes lavé, il n'y a même pas d'instruction et vous vous faites juste accusé de harcèlement moral ou je sais pas quoi. Et bien ils vont donner cette impression-là qu'en fait, dans le fond, vous êtes un violeur. Et ça, c'est vraiment le gros problème de certains journalistes qui en fait desservent la cause à long terme en s'en prenant comme ça à des personnes. Merci à vous. On n'aura pas eu le temps de parler de notre sondage, mais je pense que ce sera développé sur l'antenne abondamment. En tout cas, c'est une très mauvaise balise IFOP fiduciaire pour Sud Radio pour le président de la République qui déçoit 74% des Français. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff.